a démarré déjà sur Redman et qui on est, juste un petit mot. Chez Redman, on croit qu'il est possible de produire des espaces autrement. Et en tant que première société immobilière française labellisée Bicorp et aussi entreprise à mission, on a inscrit notre raison d'être au cœur de toutes nos actions. Donc, c'est développer une ville bas carbone et inclusive. Et chaque projet, aujourd'hui, depuis plusieurs années, que nous réalisons, est une opportunité de repenser la fabrique de la ville en conciliant tout à la fois performance économique, mais également impact environnemental et progrès social. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre ADN par lequel on voulait démarrer pour vous expliquer qui on est. Avant de vous présenter un peu plus l'historique du groupe. Donc le groupe, comme je disais il y a quelques instants, je l'ai cofondé avec un associé, Nicolas Ponson, qui est toujours associé au groupe, il y a 17 ans maintenant, donc en novembre 2007. Sachant, pour la petite histoire, qu'on travaillait déjà à cette époque depuis 8 ans ensemble, parce que nous étions salariés ensemble chez un autre promoteur. Et donc, ça fait aujourd'hui presque 25 ans que nous travaillons ensemble avec Nicolas. Donc, on a créé Redman en 2007 sur le postulat qu'on voulait, lui, avec une approche ingénieur, il était directeur technique dans le groupe dans lequel on travaillait, et moi avec une approche plus juridique, j'en étais le directeur juridique, de faire de l'immobilier un peu autrement. Et on a développé la structure petit à petit avec la création de l'agence à Paris et l'agence à Aix. C'est une de nos particularités. Le groupe a deux pieds dans ces villes parce que les deux fondateurs sont issus de ces villes. Moi, j'habite à Paris et Nicolas habite depuis maintenant très longtemps à Aix-en-Provence. Donc, on a tout de suite eu des activités sur ces deux régions. On a intégré au cours des années 2010 un nouveau métier, un deuxième métier qui est celui d'exploitant hôtelier, donc en créant une structure qui s'appelle Redman Hospitality, sur laquelle on aura le temps de revenir plus tard. Et on a étendu notre activité de manière géographique sur Bordeaux, avec la création de notre filiale Atlantique. Et en Afrique, on pourra y revenir aussi, avec une activité qu'on a à Dakar. Donc on a des équipes à Dakar qui sont dédiées à des projets notamment très engagés en matière de climat là-bas. Et chemin faisant, la société s'est développée de manière assez importante et on a fait un point d'arrêt, de réflexion sur un peu l'avenir de notre métier et l'avenir de notre industrie en 2016. Et cette réflexion s'est terminée en 2017. Pourquoi en 2016? C'est qu'à la fin 2015, se sont tenus les accords de Paris. Et on a réfléchi à la prise en compte de tout ce qu'on avait pu apprendre au cours de cette COP dans notre industrie et en actant le fait que l'industrie immobilière est extrêmement engagée dans les sujets d'impact environnemental. Je ne vais pas refaire tout l'article, on n'a pas forcément le temps, mais 30 à 35% des émissions de CO2 viennent de l'activité du BTP. Et donc, on a énormément réfléchi sur comment transformer notre boîte et quel chemin on pourrait prendre pour essayer d'alléger cet impact et de prendre un chemin de transformation de Redman en vue d'avoir une activité qui allait prendre en considération cet aspect. Et donc, on a transformé la société en société à mission. On est devenu société Bicorp, comme on a pu le dire. On a transformé aussi le capital de la boîte, on aura le temps d'y revenir, en ouvrant le capital aux salariés, parce que conscient aussi que les sujets de transition environnementale sont liés à des sujets de transition sociale. Et donc, l'implication de nos salariés dans le capital de la structure était extrêmement importante.
Et on a travaillé sur divers engagements, on aura le temps d'y revenir, notamment de modification de nos statuts sur les sujets d'égalité au sein de notre structure, et tout en continuant à développer notre maillage territorial, donc avec de nouveaux bureaux à Lyon en 2018, puis à Montpellier en 2021. Et on a enfin ouvert un troisième pan de notre activité avec un troisième métier qui est celle de foncière solidaire, avec une structure qu'on a ouverte en 2022 qui s'appelle Essentiel. Et enfin, gros changement dans notre organisation, compte tenu du succès qu'avait cette méthode et du nombre d'opérations qu'on avait pu prendre en commande, il était nécessaire d'avoir un nouvel associé qui allait mettre de l'énergie, mais aussi plus de fonds propres pour pouvoir réaliser ces opérations. Et donc, on a travaillé à la recherche d'un partenaire qui n'allait pas nous faire dévier de notre ADN et de notre axe de réflexion. Et on a trouvé ce partenaire en la personne de Domnes Capital, qui est rentré au capital de la société de manière minoritaire fin 2022, donc il y a tout juste 2 ans, et qui nous accompagne depuis lors dans le développement de la structure, et notamment avec des nouveaux outils euh, au travers, par exemple, d'une structure qui est dédiée à un fonds de développement pour l'acquisition d'actifs existants, et ce qui nous a permis d'intégrer une nouvelle structure au sein du groupe début 2024 qui s'appelle Altev et qui est dédiée à la réalisation d'opérations immobilières de cœur de ville. Voilà un petit peu pour notre histoire résumée en quelques instants. Dans le schéma, donc, on a une structure holding qui s'appelle Redman Capital et qui, du coup, opère 3 métiers. Celui historique de la promotion immobilière, avec une entité dédiée qui s'appelle Altev pour la réhabilitation d'immeubles de centre-ville, et 2 autres métiers, le métier d'exploitant hôtelier avec Redman Hospitality et le métier de foncière solidaire avec Essentiel. Sur l'approche globale à visée régénérative, alors la Redman a bien évidemment fait la CEC et a été dans la toute première promo d'il y a 3 ans, 4 ans maintenant, je ne me souviens plus, 3 ans, de CEC, on y reviendra, mais qui nous a permis de mettre sur papier en fait le mode de fonctionnement de notre structure en vue de cette visée régénérative, notamment les renoncements sur le fait que nous ne réalisons pas de projet en zone non urbanisée, pardon, de faire le choix de réhabiliter. Donc, on a tout un plan de développement pour favoriser la réhabilitation au sein de nos opérations plutôt que la démolition et la construction neuve. Et le fait de ne pas faire de projet qui brade la qualité des ambitions qu'on peut se donner sur tel ou tel type de projet. Avec des nouveaux modèles, du coup Altev, j'en ai parlé, qui est focusé 100% sur la réhabilitation. On a créé il y a 2 ans maintenant un lab interne qui s'appelle le Red Lab, qui est un outil de garantie de nos ambitions environnementales et qu'on est en train d'ailleurs d'étendre aussi sur les sujets sociaux désormais. Et Essentiel, qui est notre foncière solidaire de débogage de l'immobilier impact, donc dédié à l'immobilier de SS, et un certain nombre d'engagements. On a obtenu les labels égalité et le label diversité, qui sont, comme vous l'imaginez, des labels donc, donnés par l'AFNOR sur les sujets idoines. Nous avons aussi un fort engagement de nos équipes dans le projet. On mesure tous les 2 ans, lors des séminaires qu'on réalise, l'adhésion de nos équipes au projet qu'on mène et au projet d'entreprise. Et on est assez fiers de voir que sous anonymat, 95% des collaborateurs sont fiers des projets qu'on mène et qu'ils se sentent utiles dans leur boulot. Et nos développeurs, pour la petite histoire, quand nous avons travaillé au changement d'ADN en 2017, tous nos développeurs sont partis.
parce qu'ils considéraient, alors pas du jour au lendemain, mais ils sont tous petit à petit partis, considérant que le travail chez nous était trop dur. Et on a remonté une équipe de développement complètement alignée avec nos valeurs, avec nos ambitions. Et effectivement, 7 ans plus tard, ben, quand on les interroge, 100% des développeurs sont alignés avec les renoncements qu'on se donne, et donc avec la capacité qu'on a à dire non à des projets que les développeurs essaient de nous présenter. Voilà un petit peu pour... Tu m'arrêtes, Pierre-Emmanuel, si tu as des choses à rajouter, bien évidemment. J'ai cru comprendre que le temps était compté, donc j'avance un peu vite. Aujourd'hui, la Red Team hors hôtel, c'était compliqué de faire venir tous les gens sur les hôtels, mais sur les autres métiers, c'est donc 65 collaborateurs. Et avec une particularité, comme je le disais tout à l'heure, on a ouvert le capital social de la structure en devenant Bicorp. Et aujourd'hui, 2 tiers de nos salariés sont actionnaires de Redman et détiennent à eux tous environ 6% du groupe. Donc c'est une vraie reconnaissance de l'attachement qu'ont les salariés dans le modèle qu'on essaie de développer. Et puis, bah, c'est une forte présence à nos côtés pour participer aussi à la stratégie court, moyen et long terme du groupe. Un petit focus sur l'activité promotion. Donc, c'est notre métier historique. Depuis 2007, on a livré environ 800 000 mètres carrés d'espace, divers et variés, on y reviendra. Là, vous avez en image le siège du journal Le Monde qu'on a réalisé à Paris, 13e arrondissement, à côté de la gare d'Austerlitz, qui est une de nos réalisations un peu phares. On a réalisé 400 000 mètres carrés en réhabilitation, en prenant en compte soit les objectifs, soit les opérations qu'on réalise pour des tiers, soit les opérations qu'on réalise nous-mêmes. Là, vous avez en image la station F, qu'on est aussi très fiers d'avoir réalisée. Et on a pour objectif d'augmenter la part de la réhabilitation au sein de notre portefeuille. On a aujourd'hui autour de 50% de cette production qui sont de la réhabilitation et on vise à passer les 75% dans les années qui viennent en travaillant par exemple sur différents leviers et notamment aujourd'hui les développeurs sont intéressés au sein du groupe de manière plus forte quand ils apportent des opérations de réhabilitation plutôt que des opérations d'immobilier neuf. On intervient sur tout type d'actifs, que ce soit du logement, que ce soit du bureau, de l'activité ou des grands projets mixtes. Nous, l'intérêt qu'on cherche dans une opération, c'est pas de dérouler des opérations que nous avons sur étagère, que nous répétons à droite à gauche. L'ensemble de nos opérations sont des opérations sur mesure. Ce qui va nous intéresser, c'est leur localisation, qu'elle soit urbaine et surtout le besoin auquel elles répondent afin qu'on puisse faire un match entre le besoin attendu et l'opération à laquelle on participe. Et on a du coup toute typologie d'opération. On a même en train de réaliser aujourd'hui une opération de logistique urbaine, mais de logistique très très urbaine en plein cœur d'une métropole, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. On avait plutôt tendance, pas nous, hein, mais de manière générale, le métier à faire de la logistique périurbaine, voire plutôt sur les nœuds d'autoroute. Et quand on a eu l'opportunité de pouvoir réaliser de la logistique en plein centre urbain, c'est un sujet qui a commencé à nous intéresser. Donc on est vraiment sur l'objet, sur sa localisation et sur son besoin plutôt que de répéter des opérations identiques à droite et à gauche. Sur les matériaux aussi, on a un gros travail là-dessus. On privilégie bien évidemment les choix constructifs qui emploient des matériaux bio et géosourcés et avec l'impact carbone le plus faible. Et vous avez quelques exemples ici d'opérations donc en terre crue d'excavation qu'on vient de démarrer à Marseille. On vous en reparlera un petit peu plus tard. Une opération de campus scolaire, un campus éducatif en plein cœur de Marseille qu'on fait avec ce mode constructif un peu particulier. Bien évidemment, la structure bois est un sujet assez permanent dans les développements que nous réalisons. Et vous avez à droite l'exemple de l'utilisation de terre cuite qu'on met en place sur notre opération bioclimatique à Dakar. Donc on a un gros travail au travers du Red Lab et avec bien évidemment l'écosystème
avec lequel on travaille, notamment d'architectes, pour pouvoir mettre en place ces matériaux biosourcés au maximum. Sur le sujet ville inclusive, on travaille tant sur nos chantiers qu'avec nos équipes. Nos chantiers sont des laboratoires de mise en place, notamment de travail avec des partenariats avec des associations d'insertion locale. Tous nos chantiers sont amenés à mettre en place ce type de partenariat. Et bien évidemment, des sujets de rencontres avec les habitants, de rencontres avec les écoles. On fait vraiment de nos chantiers des laboratoires d'exploration de tout ce qui peut être fait en lien avec la ville, avec les avoisinants. Bien évidemment, les ateliers préconfiguratifs des opérations. Bon, on a tout un panel d'outils qui nous permet de bien insérer, non pas que urbanistiquement parlant, mais aussi socialement parlant, nos opérations dans leur environnement. Notre production vise à avoir une labellisation 100% BBCA. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le label bâtiment bas carbone qui est extrêmement exigeant, qui a grosso modo un temps d'avance sur la réglementation. Et on objective d'avoir toutes nos opérations qui répondent. Et on fait partie aujourd'hui des 2 seuls promoteurs en France qui ont un label qui s'appelle Intensité bas carbone et qui est délivré aux entreprises qui ont plus de 30% de leur CA labellisé BBCA. Et donc en France, il y a un promoteur qui fait que du bois et nous qui disposons de cette labellisation. Je vais prendre le relais. Oui. Sur la partie plus financière, pourquoi cette levée de fonds sur l'ITA aujourd'hui? Donc, Mathias a dit, le groupe a été créé en 2007. Entre 2007 et 2022, on a eu un premier cycle qui a été un développement indépendant, mis à part l'ouverture du capital aux salariés, mais globalement avec les 2 fondateurs qui ont constitué qui étaient partis de fonds propres avec 100 000 euros, qui les ont fait dépasser les 10 millions d'euros, donc par une accumulation progressive et le fait de réinvestir en fait les résultats des opérations. Le groupe s'est orienté progressivement vers de la promotion purement bas carbone, ce qui nous a amené en décembre 2022, à lever des fonds auprès de Nest Capital. Donc, c'est les fonds Ville Durable, en fait, orientés sur la décarbonation de l'immobilier qui ont investi chez nous. On est vraiment 100% alignés là-dessus. On a fait une levée en décembre 2022 pour 32 millions de fonds propres et quasi-fonds propres, dont 11 millions de financement bancaire. On a depuis fortement accéléré sur le développement. On avait déjà initié ça en 2021-22. 23-24, on a continué à se développer. On a signé un peu plus de 450 millions de nouveaux dossiers, de nouvelles opérations finalement qu'on a signées en développement depuis l'année 2021. Donc, on est sur un groupe qui a considérablement changé d'ampleur, changé de dimension, et qui aujourd'hui a des besoins financiers pour accélérer dans son développement, en fait, qui sont beaucoup plus importants qu'historiquement. Aujourd'hui, en fait, on a des fondamentaux qui sont très solides sur le groupe. On a d'une part un modèle économique qui est sécurisant. On a peu de résidentiel. Le secteur résidentiel aujourd'hui est plus en difficulté. On entend beaucoup de choses sur la promotion résidentielle. Nous, on n'a jamais fait ce qu'on appelle du diffus, c'est-à-dire acheter des terrains, faire de la surenchère sur l'acquisition de terrains. On l'a jamais fait à la fois parce qu'on n'en avait pas les moyens et parce que c'était pas nos valeurs, c'était pas notre élément différenciant. On a toujours fait en fait plutôt des négociations avec des aménageurs, avec des élus, des communes, et en n'étant jamais ceux qui allaient acheter trop cher. Donc ça nous a mis à l'abri de faire un certain nombre de conneries, clairement. On a un atout qui est aussi celui de la commercialisation du clé en main. On travaille beaucoup pour des utilisateurs qu'on accompagne sur la conception de produits, notamment dans le tertiaire. On va accompagner des entreprises pour concevoir le produit pour eux, faire une opération clé en main qui est déjà commercialisée auprès d'un utilisateur, d'un locataire ou d'un propriétaire. Et donc, où on a une facilité après, une fois que l'opération a trouvé son preneur, son utilisateur, à le vendre dans de bonnes conditions. Et ce, d'autant plus que les opérations sont vertueuses. Donc, c'est un modèle économique qui, chez nous, en fait, fonctionne très bien. On a aujourd'hui un socle d'opérations qui est très solide. Je disais qu'on a développé 450 millions de nouveaux dossiers depuis 2021. On n'a aujourd'hui aucune opération qui est déficitaire dans le groupe. Au contraire, on a des niveaux de marge qui ont été confortés
c'est qu'on a changé de niveau de taux d'intérêt avant 2022, après 2022. On n'a aucune opération qui a été calibrée avant 2022 et qu'on doit sortir maintenant, qu'on n'arrive plus à sortir. On n'a que des opérations qui sont au niveau de rentabilité auquel ils devaient être dans leur BP, dans leur business plan. Et aujourd'hui, ce qui nous confère une forte visibilité sur les résultats 2024-2026, avec une très forte progression qui est envisagée. Le développement continue de s'accélérer. On a 450 millions de nouveaux dossiers signés depuis 2021 et on accélère surtout depuis qu'on a intégré Altev, donc une équipe dédiée à la réhabilitation. On accélère sur ce volet-là où, au lieu de construire sur des terrains non construits ou peu construits, on va acheter des bâtis existants et réhabiliter. C'est les 2/3 de notre activité et donc ça nécessite un peu plus de financement parce que, au lieu d'acheter un terrain vierge, on achète quelque chose qui est déjà existant, même si c'est quelque chose qui est réhabilité. Et on a enfin un soutien financier qui est robuste aujourd'hui. On a notre actionnaire Omnes qui nous soutient, qui nous accompagne depuis 2 ans aujourd'hui. On a obtenu un soutien renouvelé de nos banques corporate, donc c'est les banques qui financent le groupe. On travaille beaucoup avec les caisses d'épargne, avec les caisses de crédit agricole, avec un pool bancaire très très large, beaucoup les banques mutualistes et régionales. Nos banques nous ont réitéré leur soutien sur 2024. On garde un accès au financement et aux garanties financières en fait qui sont nécessitées pour l'activité de promotion. On garde toujours cet accès-là qui est très ouvert. Donc aujourd'hui, on a des fondamentaux qui sont solides et qui nous permettent d'accélérer. Du coup, pourquoi lever des fonds sur l'ITA? Nous, aujourd'hui, c'est une question d'accélération de notre développement. On a sur les années 2024 à 2026, on a autour de 25 millions de fonds propres à investir dans nos opérations. On en a 20 millions qui sont autofinancés par l'argent qu'on ressort d'opérations de promotion qu'on a déjà financées, avec les marges qui vont avec. On a une capacité de remboursement qui est solide. On a plus de 40, quand on regarde nos prévisions, on a plus de 40 millions de marges et de fonds propres qu'on doit récupérer entre 2025 et 2028. On a également des portefeuilles d'hôtels qu'on va bientôt céder, qu'on est en train de valoriser avec 3 sessions en cours. Donc, on a une rotation finalement des investissements qui est forte. Ça nous fait la différence entre ce qu'on a en besoin d'investissement et les autofinancements qu'on a font apparaître un besoin intermédiaire de 3 à 5 millions d'euros à peu près. Donc, on a déjà obtenu un accord de financement de la Caisse d'épargne de France, qui est une de nos banques corporate, qui nous accompagne depuis 2 ans, concrètement, depuis l'entrée d'Omnes, qui participe à la hauteur de 2 millions d'euros en fait, au financement de ce besoin. Ce qui est assez… on est très satisfait en fait, de ce soutien-là, en fait, puisque c'est un soutien réitéré au-delà de leur accompagnement depuis 2022. Et donc, pour le solde, on a choisi de faire cette levée de fonds citoyenne avec l'ITA, levée de fonds de objectif 3 millions d'euros pour une durée de 5 ans, qui va nous permettre justement de financer en fait l'intégralité de nos besoins de fonds propres à investir dans nos opérations de promotion. On est vraiment dans une phase d'accélération, beaucoup de fonds propres à sortir d'un coup et au-delà en fait de ce qu'on avait prévu initialement en 2022, clairement. Et donc voilà, d'où ce besoin. L'ITA étant une société qu'on connaît bien par ses dirigeants, par ses équipes, et le concept d'une levée de fonds citoyenne nous semblait faire beaucoup de sens avec toutes les valeurs du groupe. Je vais te repasser la parole, Mathias. Alors, oui, juste pour terminer, juste petite actu de ce qui se passe ces derniers jours, ces toutes dernières semaines chez Redman. Et si vous étiez amené à embarquer sur le bateau Redman, quelles seraient vos actualités? Donc, très récemment, pas forcément dans l'ordre chronologique, mais ça date vraiment d'il y a quelques jours, on a ouvert un nouvel hôtel sur notre branche hôtellerie à Poissy. Donc, il a ouvert courant septembre. C'est l'image tout en haut à gauche. En bas à gauche, nous venons d'obtenir sur une grosse opération de réhabilitation qu'on a réalisée dans Paris 10e, la plus prestigieuse des prix d'architecture en France, qui est l'Équerre d'Argent, qu'on a obtenu pour ce projet qui s'appelle le 206 Lafayette, pour qu'on réalise pour un investisseur. En bas, au milieu, c'est très récemment aussi, nous avons vendu donc des VFA en ce moment, c'est quand même assez rare, mais quand on a des projets engagés,
ça fonctionne. Et on va réaliser, on a vendu, les travaux démarrent, le campus Omnes Éducation, en partie en terre, en terre crue et en terre cuite, qu'on a vendu à la Caisse d'épargne, la CEPAC. Et voilà, donc c'était une grosse actualité de ces dernières semaines pour Redman. En haut, au milieu, on a obtenu, c'était hier ou avant-hier, donc c'est vraiment tout frais. Black, qui est une des opérations qu'on a réalisées avec AXA à Clichy, qui est le plus gros immeuble bas carbone de France, d'un seul tenant. Il fait 50 000 mètres carrés et il est le premier immeuble en France à avoir obtenu un label européen bas carbone qui s'appelle le LCBI. Donc on a su ça hier. Et enfin, deux autres actualités très fraîches. En haut à droite, donc Redman, après avoir été le premier promoteur à devenir B Corp en 2020, en France, on a été recertifié il y a quelques semaines, il y a un mois tout pile, et on est passé, pour ceux à qui ça parle, de 90 points à 101 points. Donc on a fait un jump assez fort en 3 ans par rapport au quantitatif B Corp. Et enfin, une actualité aussi très récente en bas à droite, avec notre filiale Altev et en partenariat avec notre actionnaire Omnes, on a réalisé une acquisition alors il y a marqué 4, mais il y en aura bientôt un cinquième, de 5 immeubles dans Paris Intramuros, de logements qu'on va intégralement réhabiliter pour les remettre sur le marché. Et donc ça, c'est une première acquisition pour nous d'un portefeuille d'immeubles, voilà, comme ça peut l'être dans d'autres types d'opérations. Donc voilà un petit peu les actualités, je dirais, il y en a beaucoup d'autres, mais les actualités un petit peu brûlantes et fraîches de Redman ces derniers jours et ces dernières semaines. Eh bien, bravo pour toutes ces belles réalisations. Et merci à vous deux pour cette présentation très détaillée. Et nous sommes ravis donc chez Lita de participer au financement du groupe Redman et de permettre donc à des particuliers de prendre part à cette levée de fonds. Donc avant de passer aux questions-réponses, donc pour rappel, il s'agit d'un investissement en obligations avec un taux d'intérêt annuel fixé à 10% sur 5 ans et un remboursement in fine. Nous sommes toujours en phase de pré-collecte avec un peu plus de 500 000 euros d'intention d'investissement déjà enregistrés et d'autres intérêts encore à venir. Et pour information, la collecte est prévue pour très bientôt. Donc, restez connectés pour ceux qui ont déposé des intentions d'investissement. Sans plus tarder, donc on va passer à la session de questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà quelques questions posées. Faut savoir que dans le mail d'invitation à Slide Meeting, les participants avaient la possibilité de poser des questions en amont. Donc je vais introduire avec juste peut-être une question qui avait été posée donc afin que la personne puisse voir aussi en replay. Donc c'est une question qui porte plutôt sur votre modèle opérationnel. Comment faites-vous pour sécuriser au maximum vos opérations sur le plan commercial avant de lancer les travaux? Je peux démarrer et que tu me compléteras, mais on accorde bien évidemment une importance primordiale à la sécurisation commerciale de nos opérations avant tout lancement de travaux. Ça, c'est une évidence, mais je préfère quand même le redire. Et ça passe par bien évidemment plusieurs étapes. Il y a une étude approfondie des marchés locaux qui doivent être faits. On analyse la demande, on analyse les tendances et on analyse les besoins spécifiques des territoires sur lesquels on opère. Il y a deuxièmement, en plus de l'étude approfondie, bien évidemment une pré-commercialisation qui doit être solide. On va chercher puis collaborer avec des utilisateurs finaux. Ça va être tout type d'acquéreurs, hein. Ça va être des bailleurs sociaux, des entreprises, des investisseurs institutionnels, pour garantir des engagements fermes avant le démarrage des chantiers. Et enfin, on essaie aussi de mettre en place un certain nombre de partenariats un peu stratégique, quoi. Grâce à tout ce qui est nos relations de confiance avec des acteurs de premier plan, un peu utilisateurs, réseau de distribution, partenaires financiers,
tous ceux qui participent au bon fonctionnement d'une opération et qui, du coup, renforcent la sécurité économique de chaque projet. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pierre-Emmanuel. Après, effectivement, on ne part jamais, nous, sur une opération. On a une gestion assez bon père de famille. Chez nous, on n'a jamais accepté de perdre de l'argent sur une opération. Et on ne part de la même façon, jamais ce qu'on appelle en blanc, c'est-à-dire sans avoir de commercialisation sur une opération. C'est des règles de bon sens, on va dire, mais qu'on s'applique toujours. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On va pouvoir passer aux questions dans l'onglet. J'imagine que vous avez pu déjà les consulter. On va commencer par la question de Barbara au sujet de vos partenaires financiers. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, même si ça a déjà été abordé un petit peu pendant la présentation. Oui, tout à fait. Alors sur ce sujet, donc notre premier partenaire financier, c'est quand même notre actionnaire Omnes, via ses fonds, donc Construction Énergie Plus, qui sont des fonds dédiés, en l'occurrence dédiés à la décarbonation de l'immobilier, sur l'article 9. Donc c'est des fonds très engagés sur le respect de la trajectoire des engagements de l'accord de Paris. Donc, objectif, c'est une ligne plus de 2 degrés en fait, de réchauffement, pas plus. Donc, on limite la carbonation et on essaie de décarboner avec eux. Nos autres partenaires sont essentiellement les partenaires bancaires, donc partenaires bancaires assez classiques. On travaille beaucoup, on essaie de diversifier au maximum en fait, notre pool bancaire. On travaille beaucoup avec les caisses d'épargne, notamment donc Caisse d'épargne Notre-France, Caisse d'épargne PACA, qui sont nos banques corporate, je dirais, donc qui nous financent à la tête du groupe et qui continuent et qui vont participer. Caisse d'épargne Notre-France participe à cette opération de financement. Et ensuite, après, au niveau de chaque opération, ce qui se passe, c'est que les financements sont mis en place au niveau de chaque opération avec en général des banques régionales, des banques ou alors les antennes régionales des banques nationales. Mais on travaille beaucoup avec les banques mutualistes, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, toutes les antennes régionales en fait de ces banques, Banque Populaire, la BRED notamment à Paris qui vient de nous accompagner. La BRED nous accompagne sur l'opération de réhabilitation qu'on est en train de faire sur 5 immeubles dans Paris. Voilà, on diversifie au maximum, mais avec un choix sur telle ou telle opération. À chaque fois, on va aller prendre le mieux placé, celui qui connaît le mieux le secteur, et puis ceux avec qui on a des valeurs en commun. On travaille beaucoup avec les banques Bicorp aussi. Caisse d'épargne de France, le contact est venu par le Bicorp d'ailleurs. Caisse d'épargne Normandie également. Donc voilà, c'est des réseaux bancaires qui sont très alignés avec nos valeurs et nos projets. Merci beaucoup. L'autre question de Barbara portait sur donc comment arrivez-vous à proposer des biens immobiliers de haute qualité environnementale à des prix maîtrisés sans réduire vos marges? Alors, je vais prendre la parole là-dessus. C'est un sujet qui va se gérer opération par opération. De nouveau, on n'a pas d'opération type qu'on essaie d'appliquer à droite ou à gauche. Donc, chaque opération est une aventure de ce point de vue-là. Le premier sujet, et c'est souvent le plus important, ça va être le sujet du foncier. Comme le rappelait Pierre-Emmanuel tout à l'heure, on travaille pas du tout sur sur des sujets diffus. C'est-à-dire qu'on ne se présente jamais chez quelqu'un pour essayer de lui acheter sa maison et participer à une course à l'échalote qui aujourd'hui fait un peu le malheur de ceux qui ont eu la mauvaise idée de se prêter à ce jeu-là il y a quelques mois ou quelques années. Et donc, on travaille quasi exclusivement soit avec des professionnels, soit avec des aménageurs. Et ce qui fait que on peut proposer des projets qui, du point de vue de leur programmation et ou du point de vue de leur ambition carbone, permettent de discuter, y compris à la baisse, du prix du foncier. Je m'explique, ça ne marche pas partout, donc on se rend compte sur certains territoires, les aménageurs n'ont pas de marge de manœuvre sur ce sujet, mais sur beaucoup de territoires, quand on arrive avec des projets engagés en termes de programmation, donc par exemple avec un peu plus de logement social que peut l'obliger le PLU ou avec des locaux commerciaux qui vont être en partie dédiés à l'ESS ou que sais-je,
et également d'un point de vue environnemental, si on a des ambitions qui sont plus importantes que leur cahier des charges, leur dire, nous, on peut appliquer ce programme, mais on ne peut pas le faire au prix auquel vous essayez de vendre votre recherche foncière. Ça, aujourd'hui, un peu, la renégociation de charges foncières, je dirais, elle est un petit peu quasiment systématique sur les projets, mais nous, c'est une méthode qu'on a appliquée depuis longtemps, c'est-à-dire on souhaite acheter des fonciers qui soient vraiment au prix auquel on sait sortir les opérations derrière. Donc ça, c'est un de nos plus gros leviers. Ensuite, il y a dans la composition aussi des opérations, on travaille énormément avec les architectes pour que chaque mètre carré soit le plus efficace possible. Ça a l'air de rien de le dire comme ça, mais le rapport entre ce qu'on construit et ce qu'on arrive à vendre est extrêmement important pour qu'à la fin, on n'ait pas trop de déperdition de mètres carrés qui ont été construits mais qui ne peuvent pas se valoriser. Et ça, c'est aussi une façon de travailler sur l'efficacité bilancielle finalement de l'opération. On a aussi un travail qui est fait sur toute une ingénierie qui est un peu intégrée. En fait, on travaille très très en amont avec tous nos partenaires pour maximiser et les synergies et limiter les surcoûts. Moi, j'aime bien dire ça comme ça, mais grosso modo, on travaille avec un écosystème qui comprend là où on veut aller et qui surtout nous tracte de ce point de vue-là, plutôt que de travailler avec un écosystème que nous, on va devoir tracter et sur lequel on va perdre du temps et de l'argent à leur expliquer comment est-ce qu'on fait une opération emblématique et une opération engagée. Donc voilà, l'ingénierie intégrée, c'est un élément important. On a, après, c'est diverses étapes, mais on a une approche aussi en cycle de vie. On va privilégier des solutions plutôt durables, dont les économies d'exploitation et la résilience augmentent la valeur à long terme pour nos clients. Donc ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est quelque chose, notamment quand on s'adresse à un investisseur long terme, qui peut lui parler et donc qui permet de commencer à discuter de la valorisation du fait que ça puisse coûter un peu plus cher maintenant, mais que ça va permettre de générer des économies plus tard. C'est pour ça que je dis que chaque opération est vraiment indépendante. Et puis, ça nous permet aussi de faire des arbitrages intelligents en se concentrant sur ce qui génère le plus d'impact finalement, et pas sur tous les points de l'opération. Et puis voilà, puis on va travailler avec notre écosystème pour essayer de limiter au maximum les dépenses inutiles. On travaille beaucoup sur les sujets de concours à limiter aussi les dépenses inutiles. Donc voilà, c'est un mix un petit peu de tout ça. Mais de nouveau, le plus important, c'est qu'il n'y a on n'a pas de solution miracle sur tous les sujets. On travaille individuellement et séparément sur tous les projets pour essayer de trouver le bon équilibre. Merci Mathias pour cette réponse très complète. Barbara, n'hésitez pas à nous dire si besoin. Une question d'Anne qui porte plutôt sur vos projets, qui demandait si vous pouvez nous donner des exemples de projets de réhabilitation d'immeubles existants et la rentabilité de ces projets. À savoir, donc Anne, juste pour préciser aussi que dans le pitch deck qui est téléchargeable sur la plateforme, vous avez un tas d'exemples de projets de Redman, si vous voulez aller voir aussi. Dans les opérations qu'on a fait en réhabilitation, on en a pas mal. Hein. Historiquement, c'est la moitié des surfaces livrées par le groupe. Des opérations qui sont bien connues, on a la station F, donc c'est les anciennes halles Freycinet qu'on a restructurées complètement pour en faire un incubateur de 1000 startups. Ça, c'était pour le compte de Xavier Niel à l'époque. On a aussi les halles de la cartoucherie, donc qui sont bien connues de l'ITA, puisque donc c'est pour le compte de la foncière Belleville notamment, et où on a réhabilité donc c'est une ancienne cartoucherie, donc une usine d'armement en quelque sorte, qu'on a réhabilité pour en faire les halles de la cartoucherie, donc un établissement qui reçoit du public avec des halles, une salle de spectacle, etc. Donc une très belle opération de réhabilitation pour transformer une friche en un nouveau lieu de vie, un nouveau cœur de ville. On a également fait, alors là on le fait pour un peu exceptionnellement
en tant que prestataire, donc assistant maîtrise d'ouvrage pour des investisseurs, on fait la réhabilitation de la tour Ariane en ce moment à la Défense, qui est en fait la réhabilitation complète d'une tour, d'un immeuble grande hauteur, donc une tour qu'on réhabilite en site occupé, c'est-à-dire en gardant les locataires en place. Et on va complètement refaire toute la structure extérieure, toute l'isolation, toute la performance thermique finalement énergétique du bâtiment, tout en permettant en fait aux propriétaires de conserver ces locataires en place. Donc une très belle opération, un savoir-faire technique assez pointu pour organiser ça en site occupé. Mais donc des belles réhabilitations qu'on fait en ce moment. Et le dernier projet en date, c'est le projet, donc les 5 immeubles qu'on vient de racheter, enfin 4 qu'on vient de racheter, un début janvier, où ça va remettre sur le marché 91 logements qui étaient aujourd'hui insalubres et pour la plupart, la grande majorité inoccupés, et qu'on va complètement réhabiliter, à la fois en termes de confort intérieur, mais surtout de performance énergétique, thermique, pour en faire des bâtiments, enfin des logements remis à neuf en fait dans Paris intramuros. Donc c'est impact social et environnemental assez fort. Super, merci beaucoup. Ensuite, on a eu plusieurs questions sur la levée de fonds. La première était celle de Mathieu. Voilà, pour la réponse va être assez rapide puisqu'il demandait si la levée de fonds portait sur l'ensemble de l'activité du groupe ou sur l'une en particulier, le cas échéant laquelle. Donc, il s'agit d'un financement corporate, donc c'est sur l'ensemble de l'activité du groupe. Je ne sais pas si Pierre-Emmanuel, Oui, c'est sur l'ensemble de l'activité du groupe. Après, dans les faits, aujourd'hui, 90% des ressources du groupe sont consacrées à l'activité de promotion, qui va concentrer la très grande majorité des besoins de financement. Donc, c'est fait à la tête du groupe, ça bénéficie comme ça de l'ensemble de l'activité du groupe, mais le besoin de financement est surtout sur la partie immobilière. Après, il y avait d'autres questions sur la levée de fonds, notamment sur pourquoi le coût d'une plateforme de crowdfunding par rapport au financement bancaire. Il y en a une autre sur pourquoi le crowdfunding par rapport à l'actionnaire Omnes. Les deux sont un peu liés. Concrètement, dans les modalités de financement, on étudie systématiquement les différentes options. On a parlé du sujet avec Omnes qui aurait pu effectivement participer et refaire une augmentation de capital. Ça pose des questions de ratio relatif, etc. Aujourd'hui, en fait, la volonté, et comme ça je vais me faire le lien avec la dernière question sur la posture des dirigeants, la volonté des dirigeants, c'est quand même de garder un contrôle fort du groupe. C'est pas, voilà, aujourd'hui, les deux dirigeants détiennent 70% du capital du groupe et souhaitent en fait garder une position forte. Voilà, aujourd'hui, faire appel, on est plutôt du coup sur le fait de privilégier des financements qu'on appelle non dilutifs, donc sans ouvrir le capital et sans augmenter la part des actionnaires co-investisseurs, et plutôt sur des financements du coup obligataires qui se prêtent particulièrement à un contexte d'accélération avec des retombées économiques assez rapides après. Donc on est plutôt sur un besoin temporaire dans une phase d'accélération plutôt qu'un besoin permanent. Et le coût de financement du crowdfunding est certes plus cher que le coût de financement des banques, ça on en convient, mais la Caisse d'épargne de France donc, participe déjà à la moitié du financement dont on a besoin, enfin à 2 millions d'euros. Après, voilà, l'optique était de dire on fait 2 millions de financement bancaire et 2 millions de financement obligataire, les deux se combinent. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel pour la réponse à ces questions qui portaient sur la même thématique. Pour l'instant, on n'a plus de questions. Parmi les participants, si vous avez une ultime question, vous pouvez encore la poser. Autrement, on va pouvoir clôturer l'événement. Je vous laisse un petit peu de temps. Donc voilà, pour vous dire juste en termes de calendrier, on est en train de finaliser le dossier d'investissement qui sera disponible très bientôt. Pardon, j'ai vu la question de Christophe entre-temps, mais non, c'est un investissement en direct dans la structure.
Donc le dossier d'investissement, il sera disponible, donc il vous donnera une information détaillée sur l'analyse de l'ITA du groupe Redman. Et puis nous allons ouvrir la collecte donc voilà, très bientôt, comme je vous le disais. Si vous avez indiqué une intention d'investissement sur la plateforme, vous recevrez en priorité le mail d'ouverture des souscriptions. Voilà, et ensuite tout se passera en ligne de manière dématérialisée. La question de Christophe, c'est est-ce qu'il peut investir via une holding, là? Ah oui, pardon, j'avais mal interprété, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Sur l'ITA, vous pouvez investir en tant que particulier, donc en personne physique ou personne morale. Donc effectivement, il faut juste indiquer voilà, que vous investissez via une holding et fournir les documents adaptés pour valider votre profil. Donc c'est-à-dire CABIS, statut et un justificatif d'identité du dirigeant. Donc oui, vous pouvez le faire. Super. Et donc sachez aussi que vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe LITA si vous avez déjà d'autres questions qui vous viennent plus tard, et aussi si besoin d'une assistance dans l'inscription ou la souscription, n'hésitez pas, vous avez un lien directement sur notre site pour prendre rendez-vous. Voilà, donc si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce live meeting. Merci encore beaucoup à vous deux de vous être rendus disponibles pour répondre aux questions et vous prêter à l'exercice. Merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, et donc ce live meeting sera disponible en replay sur la page de la levée de fonds sur l'ITA. Donc n'hésitez pas, voilà, pour les personnes peut-être qui nous ont quittés avant la fin de l'événement. Donc on va pouvoir clôturer. Merci encore et bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt sur l'ITA. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.